Je suis Sépidé Neida-Voudi, coprésidente chargée du groupe musique et spectacle de l'association Stras-Iran. Fondée en 2009, l'association organise ce travail depuis 2010 grâce à nos partenaires, mécènes, bénévoles, nos membres et vous, bien sûr, que je remercie chaleureusement à chaque fois que j'en ai l'occasion. L'un des objectifs phares de l'association est le dialogue et l'échange interculturel, ce qui fait la richesse de nos programmes et pousse notre partenariat à Outre-Rhin et aux départements voisins. Depuis 2017, nous avons opté pour une gouvernance collégiale et nous sommes à la 7e édition de ce festival que Simin Rohani, coprésident chargé du groupe Festivités, va vous présenter. Bonsoir. La quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont nous fêtons la 7e édition. Ce 7e festival se déroule sur 15 jours durant lesquels nous aurons des événements très variés comme 2 concerts de musique métissés avec le groupe Espersan demain 19 mars et le groupe Incrédible Maktoub Orchestra le samedi 26 mars à 20h au Cité Musique et de la Danse. Du 21 au 23 mars, l'illustre cinéaste Massoud Kimiaï nous fera aussi l'honneur de venir en personne présenter 3 de ses films. Également, plusieurs rencontres comme ce soir avec des invités particulièrement illustres. Le samedi 19 mars à 16h à l'église Saint-Guillaume et en collaboration avec l'association À Livre Ouverte, le philosophe et professeur Reza Moradassi prendra la parole pour partager son désir de construire des ponts au-delà des divisions à travers son ouvrage « Les murs qui nous séparent ne montent pas jusqu'au ciel ». Le vendredi 25 mars à 19h, dans cette même salle, Lélie Anvar nous invitera à découvrir la poésie persane ou de son cœur brûlant d'amour dans le désert du monde. Cette année, nous avons l'honneur de vous proposer à Strasbourg, en partenariat avec l'association À Livre Ouverte, mais aussi la CAS, l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg, 2 soirées poésie qui se dérouleront à la Péniche Mécanique, le cabaret jazz et moderne de Centre-Ville. La première, le mercredi 23 mars à 19h, intitulée « 20 vies et l'amour », nous aurons la lecture des poésies de philosophe et polymathe Omar Khayyam. La seconde, le jeudi 31 mars à 19h30, sur le thème de la culture et de l'amour de la poésie, où nous vous proposerons des lectures diverses des grands auteurs, poètes et philosophes de langue persane comme Saadi, Hafez et encore la poétesse Forough Farrokhzad. Pour plus d'informations, vous auriez à votre disposition les brochures de la quinzaine dans la salle. Merci. Merci Simon. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir celui pour qui la musique n'a pas de secret. Compositeur et chef d'orchestre franco-iranien et l'auteur du livre « À la recherche de sons et de sens », je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Monsieur Iraj Sahbaï. La soirée se passe en 3 temps. Dans un premier temps, nous aborderons des questions biographiques et techniques. Les questions techniques étaient initialement prévues par Babak Rajabi, qui ne pourra pas être là ce soir malheureusement, mais Kian et moi, nous allons assurer cette partie. Il nous a envoyé ces questions. Les questions d'inspiration dans un deuxième temps seront assurées par Kian Rekiekangi, qui nous arrive là tout de suite. Et je vous prie d'applaudir. Ensuite, nous passerons aux questions du public.
Monsieur Sarbaï, bienvenue. Vous êtes né en 1945 à Téhéran. Vos ancêtres paternels viennent de Bukhara ou Bukhara, en Ouzbékistan, et votre mère, je vous cite, elle est iranienne de souche. Vos parents se rencontrent à Téhéran et le fruit de cette union, c'est vous, leur fils unique. Après vos études musicales au Conservatoire de Téhéran, vous êtes venu en France à 19 ans pour compléter votre formation musicale au Conservatoire de Paris et de Strasbourg. Et vous suivez l'enseignement d'Olivier Messiaen et vous obtenez le prix de composition. Vous êtes également chef d'orchestre et vous avez fondé et dirigé l'orchestre de chambre de Schiltigheim et vous êtes constamment dans la création musicale contemporaine avec divers orchestres. Imprégné par la culture, vous vous êtes inspiré par les grands de la littérature persane et vous privilégiez dans votre œuvre l'expression des voix alliées à une vivacité rythmique. Et nous avons vu cela avec Rira de Nima Yushij, Miroir du matin d'Omar Khayyam, Ornous de Nima encore, 7 miniatures persanes de Hafez, 3 contes persans, opéra pour enfants commandés par Pédagogique État en 2003, que nous aurons la chance de voir en partie ce soir avec vous et entendre vos commentaires. En lisant votre livre, j'ai tout de suite pensé à un vers de Masnavi. از کجا آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. D'où viens-je? Pourquoi? Où vais-je? Montre-moi enfin le chemin que vous avez évidemment trouvé. Vous parlez de certaines personnes dans votre enfance qui vous ont marqué. Pourriez-vous me dire comment vous reflétez l'inspiration que vous avez eue de ces personnes dans votre musique? Grand-mère, voisin, voisine, professeur? Oui. D'abord, bonsoir et merci pour votre explication jusqu'à là. Et évidemment, des influences, il y a beaucoup. Je me suis influencé par des personnes, de mes maîtres, des professeurs que j'ai eu au Conservatoire de Téhéran, du Conservatoire de Paris. Mais une chose dont je me rappelle qui est très lointain, quand j'avais 5-6 ans et nous habitions dans une maison traditionnelle, il y a différentes chambres en ronde, et puis au milieu de la cour, il y a un bassin avec des poissons bigarrés. Et dans cette maison habitait une dame qui s'appelait Zivar Khanum. Et elle avait 80 ans, et de temps à autre, il ouvrait le divan de Hafez et faisait prédire, elle lisait un poème de Hafez. Et un jour, ça s'est tombé sur moi. Elle a ouvert le livre de Hafez, elle l'a lu, elle a fait la lecture. Évidemment, je ne me rappelle pas ce que c'était, si vraiment Hafez parlait de moi, mais elle a dit une phrase qui m'est restée en tête, à l'esprit pour toujours. Elle a dit, Hafez dit que ce garçon, il ira très loin dans la vie. Alors, très bien. Pour moi, cette phrase reste pour toujours dans ma tête. Et pour moi, ça voulait dire qu'il faut faire à chaque instant un effort pour aller plus loin. Voilà. Et évidemment, comme je dis, il y avait d'autres influences, mais c'est la première chose qui me reste en tête depuis mon enfance. Comme si elle vous a donné une mission que vous avez réussi à merveille, évidemment. C'est-à-dire que cet effort, moi je ne suis pas écrivain, je suis compositeur, mais j'ai fait vraiment un effort pour écrire ces mémoires, donc ça continue toujours. Merci. Avant de vous connaître, en fait, pour la deuxième question, pour moi, le silence était l'opposé de la mélodie. Oui. Et avec vous, j'ai appris à écouter le silence aussi comme une mélodie. Vous voulez bien nous parler du silence dans vos compositions, s'il vous plaît?
Oui, c'est-à-dire que on essaie toujours d'avancer dans le langage musical et de temps à autre, on trouve une nouveauté. Et je pense après, au milieu du XXe siècle, on a dit, ah, il y a le silence qui peut être très important dans la musique. Et je vous donne un exemple. Vous écoutez un orchestre, tout le monde joue, ce qu'on appelle un tutti, et au moment de climax, de plus fort, l'orchestre arrête. Et ce silence, c'est comme un accent. Donc, le problème, c'est comment on utilise ce silence. Il faut le préparer. Important est ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après pour donner une signification, un sens à ce silence. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie dans ma musique quand le moment arrive de l'exprimer et de l'utiliser. Merci beaucoup. De rien. Nous allons écouter un morceau de l'opéra pour enfants composé par M. Ilaj Sarbaï. Question. Oui, allez-y. Il me revient en mémoire le temps de mon enfance, lorsqu'après une journée d'efforts et de jeux, nous faisions cercle, mes camarades et moi, autour de ma grand-mère, pour l'écouter sous le clair firmament nous conter des histoires. Elles étaient souvent drôles, parfois graves ou tristes, et quelquefois laissaient dans nos âmes comme un sentiment de nostalgie.
Elle recelait toujours un enseignement caché qui se révélait au fil du récit. Lorsqu'il était achevé, nous avions pris sans nous en apercevoir comme une leçon de vie. Une petite lucarne ouverte sur les autres et sur l'apprentissage du bonheur. Par la magie de sa voix, elle nous emmenait dans d'éblouissantes savanes. Elle nous accueillait dans de mystérieux villages, perdus dans de vastes forêts. Elle nous promenait dans des déserts infinis. Le lièvre et le lion. Comme sans doute tous les conteurs, ma grand-mère commençait toujours ses histoires par « Il était une fois ». C'est ainsi qu'il était une fois, perdus au plus profond d'une immense jungle, des animaux de toute espèce qui auraient vécu en parfaite harmonie si un féroce lion n'avait quotidiennement dévoré l'un d'entre eux. Lassés de sentir cette menace permanente et de craindre au réveil de ne pas atteindre le soir, ils décidèrent de proposer au lion de lui fournir chaque jour une proie qui serait tirée au sort. En contrepartie, celui-ci devrait s'engager à renoncer à la chasse. Tous les animaux se mirent donc en route. En tête du cortège volait le rossignol à la voix enchanteresse qui adoucirait le félin. En queue, les escargots et les tortues. Autant dire que le voyage fut fort long. Lorsqu'enfin ils atteignirent la tanière du lion, l'oiseau lui proposa. « Monsieur Lion, que diriez-vous d'un repas quotidien, livré à domicile, à heure fixe, qui vous dispenserait de la contrainte de vous le procurer ?» Le lion répondit sans hésitation. « J'ai trop longtemps été dupé par de vaines promesses. De plus, j'aime à me nourrir par moi-même. À la surprise s'ajoute le plaisir de l'effort. Non, décidément, je décline votre offre. » Les animaux insistèrent. « Seigneur Lion, il n'arrive que ce que le destin ordonne. Souvent, les efforts sont vains. Nous vous promettons de respecter notre pacte et chaque jour, vous recevrez votre gibier sans aucune fatigue. » « Mais, objecta le lion, la vie consiste à lutter pour sa subsistance et le fatalisme n'est qu'un mauvais prétexte pour paresseux. Ma nature n'est-elle pas de traquer mon gibier et votre destin n'est-il pas d'être ma pâture ?» Le lion songea qu'il était déjà fort vieux et que ses forces diminuaient. Après un long silence, il accepta finalement cette retraite sereine et le pacte fut signé. Chaque jour, un malheureux animal était sacrifié pour servir de pitance au lion, jusqu'à ce que le sort désignât un lièvre qui proposa à la compagnie de mettre fin au terrible tribut qu'elle devait verser. L'assemblée se moqua de lui. « Comment, toi, petit et malingre, tu prétends venir à bout de la férocité du puissant lion ?» Le lièvre répondit « Je suis certes bien faible face au robuste fauve, mais la force n'est pas tout. Ce sauvage animal ne peut récolter le miel que la légère abeille recueille en butinant les fleurs. Pas plus que l'éléphant ne fabriquera jamais le coton dont s'enveloppe le ver à soie. Je suis chétif, mais je ne suis pas sot. De l'imagination, un peu de réflexion,
Une assez solide intelligence, alliée à un tempérament rusé, vaincront les muscles du lion tyrannique. Et comment t'y prendras-tu? Devrons-nous t'aider? Lui demanda-t-on. Je dois agir seul et tenir mon plan secret. Votre participation pourrait nuire à mon projet. Là où un oiseau solitaire passe, seul sans difficulté, 3 oiseaux attachés restent figés au sol. Et et si je vous révélais mon plan? Qui me dit que le lion ne l'apprendrait pas? Il faudrait déjà que je ne vous le révèle pas. Les animaux décidèrent donc de laisser le lièvre agir à sa guise. Ce dernier s'attarda en chemin. Le lion, impatient, estima avoir été trompé, maudit sa paresse et se reprocha d'avoir confié à d'autres le soin de sa nourriture. Comme il remuait ses pensées, le lièvre apparut soudain craintif et apeuré. À sa vue, le lion rugit de rage. « Quoi? À moi, qui puis avaler un bœuf, qui ai combattu victorieusement des bêtes féroces, on me livre pour tout repas ce petit lièvre ridicule! »« Oh non, non, non !» s'écria le lièvre. « C'est un camarade bien plus gras et plus copieux que vous qui vous était destiné. Mais un lion qui s'est prétendu le roi de cette jungle s'en est emparé sur le chemin qui nous menait chez vous. Partez, Seigneur Lion, protégez-nous de lui, éliminez-le. » Le lion accepta, tout en menaçant le lièvre de le dévorer sur place s'il s'avérait qu'il lui avait menti. Le lièvre le conduisit alors vers un puits dont les eaux luisaient comme un miroir étincelant. À quelques mètres, il s'approcha et s'arrêta pas aller haletant et chuchota. « Votre rival loge en ce puits où il retient votre dîner. Va et vérifie qu'il soit bien là. »« Oh non, 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 j'ai bien trop peur. Permettez que je me dissimule entre vos redoutables pattes. » Tous les deux s'avancent, s'appuient sur la margelle du puits et regardent l'eau scintillante. L'animal y voit l'image d'un lion tenant un lièvre serré entre ses griffes. Sans hésiter, mu par son seul orgueil, il plonge dans le puits et se noie. La vanité a brouillé son regard et l'a conduit à la mort. Le lièvre courut apporter la nouvelle de la disparition du lion à ses amis. La paix et la sérénité. Nous avons une belle jungle que nous aimons. Partout, des fleurs violettes, blanches, roses, bleues, rouges et jaunes.
Quand elle avait fini de raconter, elle nous chantait une berceuse. Il y en a qui ont fait carrière parmi ces enfants. Voilà, pour revenir à ce que nous venons de voir, ça s'est passé... Vous m'entendez ? Ça s'est passé en 2003, donc à Schiltigheim. C'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, nous parler de l'idée de départ du projet, pourquoi vous avez choisi Masnavi, pourquoi les enfants? C'est ça. Alors, donc, il y a un moment, j'avais terminé mon travail à Schiltigheim et je voulais partir sur une bonne note. Alors, je leur ai proposé d'écrire cette œuvre pour les enfants et nous avons fait un travail fédératif, c'est-à-dire on a fait travailler les collèges, l'école de musique, l'école de danse, vraiment à peu près une centaine d'enfants ont participé à ce projet. Alors j'ai obtenu une commande d'État pour cette œuvre. Donc à ce moment-là, je travaillais sur les chants populaires iraniens et pour faire des œuvres pédagogiques. Surtout, j'ai écrit des choses pour piano. Et j'ai vu que cette musique pouvait être développée pour arriver à faire cet opéra. De l'autre côté, je travaillais un peu, enfin, j'étudie et je lis toujours les grands poètes iraniens. Je lisais les œuvres de Jalaleddin Rumi Maulana pour que tout le monde sache ce que c'est. Et comme vous le savez, les spécialistes divisent en deux parties ce travail monumental qu'il a fait. D'abord, c'est des poèmes lyriques, mystico-lyriques, et de l'autre côté, Masnavi, où il y a vraiment des leçons de vie et d'éthique, etc. Donc, j'ai vu qu'à un moment, je pouvais mélanger ces deux choses différentes pour arriver à cet opéra. Donc, j'ai choisi 3 contes de Masnavi. Donc, on a vu le premier, qui était Le lièvre et le lion. Le deuxième est le chercheur de la vérité et son âne. Et le troisième, le renard rouge, qui suit les premières. Voilà l'histoire de ce travail et ce projet que nous avons fait à Schiltigheim. Et vraiment, on a demandé aux enfants de faire tout. Ils ont même fait l'affiche de cette présentation. Ils ont même fait des tickets d'entrée. Et nous avons donné ça devant 800 personnes qui étaient réunies à la salle de la fête de Schiltigheim. Bonsoir, Monsieur Saaboy. Bonsoir. Au vu de votre répertoire, on pourrait croire que votre musique est très érudite et qu'elle s'adresse plutôt à des adultes.
Mais comme on vient de le voir, beaucoup d'enfants étaient là. Comment ça se passe, cette rencontre de deux mondes? Est-ce que c'est complexe de travailler avec des enfants et quel retour avez-vous eu de ce travail? Ben, c'est-à-dire que les enfants sont l'avenir, c'est des adultes plus tard. Donc c'est très bien qu'on puisse les préparer, les faire entrer dans la musique et qu'ils voient toutes les... De toute façon, pour moi, c'était une très belle expérience qui a abouti à ce travail que nous verrons après, qui est en fait, on peut le dire, c'est un opéra de poche pour les petits et pour les grands. Alors pourquoi opéra de poche? Parce que ça ne se joue pas, mais ça se chante et ça se joue. Donc c'est un opéra un peu, disons, en poche. Et évidemment, j'ai d'autres projets pour plus tard, de faire un opéra toujours sur des sujets, surtout sur des écrits de Attar, le grand philosophe, on peut dire, ou grand mystique iranien du XIe et XIIe siècle. Voilà. Merci. Eh bien, du coup, vous avez répondu à la question suivante. Je voulais vous demander s'il y avait eu une suite après ce travail, car ce spectacle a été filmé par des professionnels. C'est ça. Pourriez-vous me dire comment vous avez choisi les enfants? Comment ça s'est passé, cette espèce de casting pour les enfants? C'est-à-dire, nous avons, pour chanter, on a fait travailler les enfants de l'école de musique qui suivent les cours de solfège. Évidemment, ils savent lire un peu la partition. Et j'avais donné toutes les instructions aux professeurs de chant, de solfège. Et à ce moment-là, je dirigeais l'orchestre symphonique de Téhéran. Je suis venu 2 ou 3 fois pour les faire travailler. Et à la fin, on a mis à peu près 2 semaines pour enchaîner les choses qu'ils avaient déjà travaillées. Et ce qui était étonnant, que les enfants ont très bien et très vite appris à chanter par cœur. Et les paroles, c'était en persan. Alors donc, vraiment, les enfants ont une capacité de faire très vite, d'apprendre très vite les choses si on sait les faire travailler. Voilà. Donc il y a eu plusieurs intervenants. Vous donnez la directive, et puis voilà, les autres suivent et apprennent aux enfants à chanter et comment chanter phonétiquement. Oui, c'est ça. C'était les professeurs de solfège, et puis sont des professeurs des instruments qui jouent là, qui nous accompagnent. C'est des professeurs qui travaillent. Et puis il y avait la danse qui était demandée à l'école de danse, qui marche en même temps que l'école de musique à Chiltigan. Voilà, c'est un projet fédérateur qui nous a demandé 6 mois de travail. Et voilà, le résultat, est là. Bravo, merci. J'ai cru voir, monsieur, qu'il y avait un kamanché, un violon du Moyen-Orient. Non, peut-être ça sentait comme un kamanché, mais il n'y avait pas de kamanché. Il y a le violoncelle, évidemment, qui peut ressembler un petit peu, mais pas d'instruments iraniens, mais seulement des instruments que nous avons à l'école de musique. Vous avez dit 6 mois en tout? 6 mois de travail, c'est ça, oui. Et vous, combien de temps ça vous a pris? Pour composer? Oui, monsieur. Oui. Vous savez, quand je compose, je ne mets pas de temps. Je laisse les choses venir. Ça peut être, je pense que pour ça, puisque j'avais déjà préparé ces chants populaires, ça ne devrait pas dépasser, je pense, aussi 4-5 mois. Évidemment, il fallait préparer aussi le livret de l'opéra. Donc là aussi, ça demandait un développement des textes. Vous disiez, vous étiez combien en tout autour de ce projet? Mais écoutez, j'avais lu, parce qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas sur la scène,
qui avait des choses à côté, qui avait préparé. Les enfants étaient à peu près 120. Et les instrumentistes, 12 personnes. Et puis la chorale des enfants, etc. Et dernière question. Vous disiez le conte que cette dame évoque et déclame. Quelle était l'inspiration principale d'avoir choisi ce conte-là? On l'entend dire, un oiseau seul est plus libre que 3 oiseaux qui sont noués avec une ficelle. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces contes. Par exemple, dans celui-là, Maulana demande, il faut être intelligent. Quand vous avez la force devant vous, vous ne pouvez pas vous battre, donc vous essayez d'être intelligent et trouver la solution. Et dans le deuxième conte, qui est encore plus significatif, il y a celui qui va aller en Chine pour chercher la vérité. Il arrive devant comment dire, où habitent les moines. Et donc, quand il arrive, il n'y avait rien à manger. Et puis, un farceur prend son âne, il le vend et prépare à manger pour tout le monde, mais sans lui le dire. Alors, en chantant, il disait que nous avons vendu l'âne et on mange bien. Et lui, pendant qu'il dansait, il chantait, il répétait la même chose. Il croyait que c'était des choses qu'on ne pouvait pas, qu'on prononçait, mais c'était, comment dire, c'était des secrets et tout ça. Et après, il comprend qu'il a perdu son âne. Et la leçon était qu'il ne faut pas répéter des choses qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas imiter. Il faut faire attention à ce qu'on entend et l'analyser, etc. Donc, il y a chaque fois une leçon de vie pour les enfants. C'était là le projet qu'il fallait préparer et utiliser pour les enfants. Donc réfléchir avant de parler, c'est ça? Absolument. Alors, nous allons enchaîner donc dans la deuxième partie avec les questions de Kian, enfin plus autour du livre. Je te laisse la parole, du coup. Monsieur Sahaboy, je vous remercie à nouveau pour votre présence et pour avoir donné autant de temps pour les Strasbourgeois. Et aussi, à titre personnel, je vous remercie. C'était un grand honneur de vous rencontrer et de parler de votre travail et de lire votre ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment un voyage entre la poésie et la musique et surtout la création, que ce soit d'une musique ou d'un être, entre deux pays. Pour vous, ça a été l'Iran et la France et je vous remercie encore car c'est un grand fruit. Mais tout d'abord, il y aura plusieurs questions et je me permettrai de lire certains passages, si ça ne vous dérange pas. C'est ça, oui. Mais avec plaisir, comme ça, je peux me reposer et vous écouter. Mais tout d'abord, j'aurais voulu savoir comment est venue cette idée, cette volonté d'écrire vos mémoires. Quelle est la genèse? Oui. Alors, l'édition Harmattan m'a demandé de faire un livre en forme de conversation. C'est-à-dire un monsieur ou une dame me poserait des questions et je répondrais pour faire un livre. Alors, étant donné que mes phrases sont assez courtes et ils vont juste à l'essentiel, donc j'emploie très peu d'adjectifs et très peu de mots d'invariables, n'est-ce pas? Comme justement, effectivement et tout ça. Donc, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Après un certain temps de réflexion, je leur ai proposé d'écrire mes mémoires. Et j'entre au conservatoire de Téhéran tout à fait en catimini. Et après des années de turbulence, je deviens plus sage et je travaille bien ma musique. Ensuite,
à la sortie du conservatoire, j'ai la meilleure note, j'obtiens une bourse, et voilà, ça continue comme ça. Donc il y a pas mal de choses à raconter. Et donc ce que je peux dire, j'ai essayé de mettre ces mémoires dans le contexte. Par exemple, le jour où la révolution 68 est commencée, j'étais au quartier latin. Et après, je rentre à la cité universitaire, il y avait le conservatoire, de loin je suivais, mais je ne savais pas tout. Mais pour écrire ça, j'ai essayé un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé un peu à côté pour que pour la lecture soit une chose à peu près complète. Voilà. Et puis, écrire ce livre, pour moi, c'est comme un peu si je composais de la musique. Je choisissais les mots qui sonnaient dans mon oreille. Voilà ce que je peux dire pour la jeunesse de ce livre. Vous parlez de votre entrée au conservatoire. Je me permets de lire la page numéro 24 et 25 qui relate justement votre entrée au conservatoire. Une fois entré au conservatoire et ayant la possibilité de toucher un piano, j'improvisais, à mon niveau, dans le style de Mozart, car c'était ses œuvres que j'entendais le plus. Une nouvelle étape débuta avec les cours d'harmonie qui m'apprenaient comment superposer des sons et élaborer des accords colorés pour accompagner et faire apparaître la mélodie sous un plus bel aspect. Le fait le plus marquant de cette période fut, pour moi, la découverte de la poésie moderne de l'Iran. Lors des cours de littérature persane, nous prenions connaissance des poèmes des plus grands auteurs du passé, ce qui nous donnait conscience de leur grandeur et valeur. Curieusement, et si surprenant que cela puisse paraître, c'est par une jeune fille française, élève de violon au conservatoire, que j'ai découvert les poèmes de Nima Yujit. Peut-être vous pouvez mieux le prononcer que moi. Oui. C'est Nima. Nima Yujit, bien sûr. Oui. Excusez-moi. Fondateur de la poésie moderne en Iran. Un jour, Bernadette, une fille au visage angélique, surmontée de lunettes à monture dorée, très aimable et souriante, vint me voir en me présentant un poème de Nima et me demanda si je pouvais l'accompagner pendant qu'elle le récitait. Par intuition, après avoir lu le poème, j'ai senti que la musique qui pouvait s'y accorder ne saurait être ni en majeur ni en mineur. Les deux modes constituaient la base du système tonal, ni les accords qui pouvaient en découler. Le poète nous propose ses idées et ses conceptions de la vie et du monde avec des images novatrices. Par rapport au symbolique chez les poètes classiques, en introduisant ses impressions de la nature sauvage, de la région de son enfance, le nord de l'Iran, et en imposant une métrique et une prosodie nouvelle à l'art du langage qu'est la poésie. Son attitude héroïque, le mot héroïque n'étant ici pas exagéré, vis-à-vis du monument colossal de la poésie classique persane, ainsi que l'inimité des traditionnalistes à son égard, m'encouragea à ignorer les lois qui régissaient les accords classés que j'apprenais au cours d'harmonie, ce qui me donnait la liberté de les perturber. Ainsi, les intervalles entre les touches blanches et les touches noires du piano, sous mes doigts, devinrent plus serrés et les accords se libérèrent de la hiérarchisation classique pour prendre leur indépendance et leur couleur spécifique. Monsieur Sahaboy, de cette indépendance et de ces couleurs spécifiques, quelle oreille doit-on avoir face à votre musique? Ah oui, pour écouter ma musique. Bon, je pense que pour écouter toutes les musiques qu'on maintenant on compose, il faut un peu voir l'histoire de la musique. D'abord commencer par la musique classique, ensuite il y a les romantiques, il y a la musique du XXe siècle plus moderne, etc., etc. Je travaille, je compose toujours dans ce chemin-là. Donc, pour écouter ma musique, c'est pas plus difficile que d'autres musiques de notre temps. Voilà. Donc, il faut une connaissance de la musique classique et puis suivre et venir. Évidemment, si on connaît la poésie persane, c'est encore
ça aide évidemment. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Justement, dans votre ouvrage, vous parlez des fondements de vos créations, en citant la musique classique du XXe siècle, la littérature persane. Et puis, à la page 24, nous sommes au commencement de vos créations. Quelles sont les différentes inspirations qui, à cette époque, durant votre jeunesse, vous ont le plus influencé? Je sais que vous parlez souvent de Orphèse ou de Pierre Boulez, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, peut-être, de cette époque et de ces inspirations de jeunesse? Je n'ai pas très bien compris votre question. Je demandais, vous citez souvent les fondements de votre création par Orphèse ou Pierre Boulez. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact qu'a eu ces penseurs et ces grands compositeurs à votre vingtaine? C'est ça, oui. C'est-à-dire que quand j'étais au conservatoire de Téhéran, on écoutait beaucoup la musique du XXe siècle, Stravinsky, Bartók. C'est des compositeurs qui ont travaillé sur une sorte de musique nationale, c'est-à-dire en s'inspirant du folklore et de leur littérature. Donc, pour nous, les étudiants, était aussi d'aller sur le même chemin et donc faire attention à la littérature, au cinéma, à la musique folklorique, etc., etc. Mais il y a un moment où la musique traditionnelle ou folklorique peut nous aider à faire une musique nationale. Mais puisque la musique s'évolue, il y a des moments où on ne peut plus aller loin avec, par exemple, là j'ai essayé d'utiliser les chants populaires pour les garder dans le cadre classique et surtout pour les enfants, pour qu'ils gardent et qu'ils sachent ce qui s'est passé dans la musique folklorique iranienne, etc. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut s'inspirer de notre musique traditionnelle d'une façon théorique. Par exemple, assez souvent, maintenant, je fais entrer dans ma musique des intervalles que nous avons dans la musique iranienne, que pendant longtemps, on n'a pas utilisé dans la musique classique et les suivantes. Donc, c'est ce qu'on appelle les quarts de ton, n'est-ce pas, des intervalles que, par exemple, vous n'avez pas sur le piano. Dans l'opéra que nous allons écouter dans la deuxième vidéo, pour obtenir ces intervalles, j'ai utilisé deux clavecins. Il y a un clavecin qui joue normalement et un autre qui joue un peu plus haut, c'est-à-dire avec un autre accord. Donc j'ai obtenu ces intervalles en utilisant les deux instruments. Voilà, bon, vous avez parlé du fondement de mes musiques. Je pense que je suis arrivé avec l'œuvre que j'ai écrite sur un poème de Nima Yushich, le Cornous, ou en français on peut dire le Phénix, où j'ai trouvé mes bases harmoniques que je développe toujours maintenant. Et ces intervalles viennent aussi de la musique iranienne, de la musique traditionnelle qui est le charga. Donc j'ai pris le même intervalle et les transformé dans un autre cheminement. Donc des inspirations de plus en plus loin, il faut le dire. Vous dites, page 76, qu'à votre sens, on ne peut pas ignorer les sensations auditives que la musique provoque sur l'être humain. C'est une sensation que je ressens en composant et que j'essaye de communiquer à mes semblables. Oui. C'est-à-dire que quand vous composez deux phrases, il y a qui ont les mêmes structures, qui ont les mêmes, on peut l'analyser de la même manière. Il y a un qui vous parle plus que l'autre. Donc là, comment choisir, il faut le sentir et seulement ne pas se contenir à tout ce qui est analysable, mais tout ce qui vient aussi par l'inspiration. Donc là, on va sur un domaine qui est un peu quand même difficile à définir,
qui est l'inspiration. Voilà. Vous liez souvent vos découvertes musicales, en tout cas dans votre ouvrage, à de délicieux gâteaux. Des gâteaux. Et pourquoi? Ben, écoutez, je suis plutôt sucré que salé. Et si vous faites votre anniversaire, vous mettez des gâteaux, non? Si vous mariez un jour, vous vous mariez, il y a des gâteaux. Donc les gâteaux sont partout. Voilà, tout simplement. Et quels sont vos préférés? Ah, les préférés, c'est toujours au lait iranien et puis tiramisu italien. Voilà. Mais il y a beaucoup de sortes de gâteaux en France qui sont très très bons. Ça. En parlant de sucreries, je sais que dans les années 60 et 70, il y avait un festival en Iran. Vous avez eu la chance de connaître. C'est ça. C'est un festival qui se nommait Shiraz Persepolis. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Oui, ce festival qui était à l'époque du Shah, avant la Révolution, c'était un festival international. En fait, c'était une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Encore qu'il y avait un regard plus attentif vers la modernité. Il y a des grands compositeurs qui sont venus. Mon professeur Olivier Messiaen, qui a été là, Stockhausen, Penderecki, qui sont passés. Une fois que moi j'ai eu mon premier prix au conservatoire, l'attaché culturel est venu et m'a dit « Ah, je vous cherche depuis longtemps ». Alors ils m'ont invité au festival, d'abord, où j'ai pu côtoyer les grands compositeurs. Ensuite, l'année suivante, une de mes œuvres a été créée à ce festival. Et donc, il y a une anecdote assez intéressante. Mon professeur, qui était ornithologue, là, à Persepolis, il a entendu un oiseau. Donc, il n'a pas pu scientifiquement voir ce que c'est cet oiseau-là. Alors, donc, il a noté le chant de cet oiseau, il l'a employé dans ses œuvres. Alors, il l'a appelé l'oiseau de Persepolis. Voilà. Donc, vraiment, c'était un grand festival. Il y avait des petits bémols. Parfois, il y avait des spectacles un petit peu osés le public iranien n'était pas préparé pour ça. Mais on peut dire, sincèrement, c'était un grand festival au niveau international. Je vais me permettre de lire un passage où vous citez un peu cette période en Iran. C'est à environ 6 ans que j'ai pour la première fois participé à une manifestation organisée par le Parti communiste iranien Toudeh. D'après mes recherches, ce devait être le 2 juillet 1951, une manifestation pacifique face à l'ambassade de Grande-Bretagne, où les enfants de mon âge et moi tenions un épi de blé à la main comme symbole de paix dans une camionnette à ciel ouvert en poursuivant nos parents et le cortège des manifestants. Une journée pacifique et sans incident. Une autre manifestation était organisée 13 jours plus tard, contestant l'arrivée d'Arthur Harriman, l'émissaire américain en Iran. Elle fut durement réprimée, laissant une trentaine de morts et une centaine de blessés. Tout cela se passait à une période où les rapports entre le Front national iranien, dirigé par le Premier ministre Mossadegh, et le Shah étaient très tendus. Une discordance qui aboutit en 1953 au renversement du docteur Mossadegh par un coup d'État patronné et orchestré par la CIA avec l'aide des voyous téhéranis achetés par des dollars américains. Déjà après un attentat contre le Shah, le parti Toudeh avait été interdit en 1949. Une liste de ses membres circulait entre les mains de la justice et plus tard entre les mains de la SAVAK. La SAVAK étant l'Organisation pour le renseignement de la sécurité nationale. Beaucoup d'entre eux étaient attrapés, emprisonnés et fusillés.
Lors de l'inscription au Parti Tudeh, mon père avait omis, volontairement ou par négligence, le i tréma de son nom, Sahaba au lieu de Sahaboy. Ainsi, il fut sauvé d'une arrestation peut-être sans retour. La répression contre les opposants dans les pays où la liberté d'opinion n'est pas permise fait qu'on devient extrêmement méfiant vis-à-vis de la politique et des politiciens. Le poète iranien Sohrab Sepahri, 1928-1980, dans son poème Fleuve, le bruissement de l'eau, dit ceci: J'ai observé un train transportant la politique, ô combien vide de sens. La période immédiate après la révolution iranienne de 1979 fut entachée, entre autres de dérives, de nombreuses délations. L'anarchisme, après cet événement, donnait l'occasion de régler ses comptes avec ses ennemis et ses voisins. Comme je l'ai déjà écrit, mon père avait construit une machine à fabriquer le zar, instrument de la musique traditionnelle persane. Vivant seul dans sa maison, il reçut la visite des miliciens révolutionnaires qui arrivèrent sans crier gare. Ses voisins, délateurs, avaient averti les milices en leur racontant que mon père fabriquait des armes. Suite à ces événements, il a fait une crise cardiaque qui l'a beaucoup affaibli. Deux phénomènes empêchent les pays du tiers-monde de s'organiser, de se développer et amener leur peuple vers une vie démocratique et heureuse. Ce sont d'abord les dirigeants, souvent corrompus, et deuxièmement, les pays superpuissants qui dominent et façonnent la géopolitique dans le sens de leur intérêt. En creusant et étudiant l'événement de la révolution iranienne, nous constatons cette dure réalité. Depuis des années, le Shah réprimait ses opposants, sans ménagement, et d'autre part, souhaitait sincèrement une modernisation à marche forcée de son pays. À partir du moment où sa politique ne convenait plus aux souhaits des superpuissants, ces derniers se réunirent en Guadeloupe le 4 janvier 1979 et, estimant que son régime avait fait son temps, poussèrent les événements dans la direction d'un changement de pouvoir en Iran. À part des visées économiques, l'installation d'une république religieuse et théocratique faisait aussi rempart face au régime communiste de l'époque. Devant une telle perspective, ces souvenirs politiques, sociaux et personnels d'un goût amer, comment dois-je réagir? Comment doit réagir un compositeur dont la manière de s'exprimer passe à travers des sons? C'est la question que je me pose assez souvent. Un jour, un de mes amis randonneurs me dit ceci avec force et conviction: tout est politique, donc il faut réagir. Je lui répondis: cela dépend sur quel coin du globe vous êtes situé, car si vous êtes opposé pacifiquement à un concept avec lequel vous n'êtes pas d'accord, on risque de vous zigouiller sans égard. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et trouver d'autres moyens d'agir. Ayant la double nationalité, je ne manque pas de voter à chaque échéance. Ainsi, quand je me trouvais en Iran, j'ai voté même une fois, au moment des élections, pour le Parlement, pour les réformateurs, pensant qu'à ce moment précis de l'histoire de mon pays, cela a été utile et la meilleure option. Voilà, c'est le domaine délicat, la politique, n'est-ce pas? Bon, vous avez tout lu et je pense que je ne peux y ajouter pas grand-chose. Je dis mon avis, à l'époque du Shah, on peut dire que c'était une politique autoritaire. Peut-être c'était nécessaire parce que le Shah, il voulait quand même qu'on aille en avance, qu'il y ait la modernité. Mais je pense que le peuple iranien n'était pas encore prêt. Et moi, j'ai écrit personnellement, je venais d'une famille de classe moyenne, j'ai pu avoir une bourse, j'ai pu faire des études, mais ce qui manquait, c'était la liberté d'opinion. C'est ce qui manque toujours, encore plus qu'avant. Voilà, donc j'ai essayé de résumer ce que j'ai vécu avant et après. Et vous avez vu que à l'époque du Shah, mon père était inscrit au Parti communiste, comme tous les ouvriers.
Donc il a pu se sauver parce qu'il avait donné son nom un peu différemment, je ne sais pas, volontairement ou involontairement. Voilà. Donc, si vous avez une question, je peux répondre, mais je pense que ça, j'ai bien expliqué dans le livre que vous venez de lire. Et après toutes ces années en France, quel est votre regard sur ce pays lointain et sur ce pays où vous êtes, dans le pays où vous êtes? Est-ce que votre regard sur la France a énormément évolué? Et est-ce que votre regard sur l'Iran s'est adouci? Oui, mais écoutez, tout est relatif, n'est-ce pas? Moi, en tant que compositeur, je vois toutes ces œuvres que j'ai écrites parce qu'au bout de la chaîne, il y a un organisme qui peut le faire. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens. Donc, c'est ce que je ne peux pas avoir en ce moment en Iran. Nous avons des musiciens, il y a des gens qui sont très bien, mais le niveau reste toujours limité. Et donc, on peut toujours avoir des critiques. Par exemple, il y a un moment, je voudrais être assistant chef d'orchestre, je vais chez l'inspecteur, et il me dit oui, on va vous contacter, après on ne me contacte plus, etc. On peut toujours avoir des regrets de ne pas obtenir ce qu'on veut. Mais dans l'ensemble, je vais toujours à l'essentiel, je vois que toutes ces œuvres que j'ai écrites, parce qu'il y avait de possibilités de monter ces projets-là avec tel ou tel organisme, soit le conservatoire, soit des ensembles qui travaillent dans les différentes villes de France. Vous parlez des institutions françaises. Vous avez nommé une partie de votre œuvre « Le plus beau discours du monde ». Et c'est justement une partie de votre vie où vous arrivez à la Cité internationale des musiciens de Paris, la Cité internationale des arts, pardon. Ma vie de nomade continue encore un certain temps avant que je n'atterrisse à la Cité internationale des arts dans le 4e arrondissement de Paris, grâce à ma bourse française. La Cité internationale des arts comportait principalement des ateliers collectifs pour les plasticiens et des studios de répétition munis d'un piano pour les musiciens. Une programmation culturelle dans sa galerie et son auditorium animaient ce lieu exceptionnel. C'était donc un endroit idéal pour les artistes afin d'exercer leur art dans des conditions optimales et pour avoir la possibilité d'échanger avec les artistes d'autres pays. Malgré toutes ces commodités et conditions favorables, il me manquait une chose essentielle, le silence. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire habiter à la Cité des Arts, c'était vraiment c'était une très bonne chose parce qu'on rencontrait des musiciens d'autres pays et même des peintres, etc. Et on avait toutes les commodités, mais moi j'avais mon piano, etc. Pour composer, il y a des moments où vous jouez sur votre piano, mais des moments où vous réfléchissez. Au moment de réfléchir, il y a une violoniste qui était en haut de moi, elle jouait ses gammes, des musiciens de l'Amérique du Sud qui répétaient toujours la... Alors, là, il me fallait absolument le silence, c'est pour ça que je ne suis resté là qu'une année, et puis je suis venu à Strasbourg pour trouver cette ambiance de moins bruyant qu'à Paris, finalement. C'est pour ça que je me suis trouvé en Alsace. Et aussi pour faire des randonnées dans les Vosges et à la Forêt Noire. Voilà. Peut-être on écoute l'autre opéra. Alors donc, je donne quelques explications pour ce qu'on va entendre. Il y a un moment, depuis 2016, je me suis intéressé beaucoup aux histoires contemporaines, tout ce qui se passe autour de nous, l'immigration, et le réchauffement climatique, etc. Et donc, je pense que chaque artiste, s'il le peut, il doit s'intéresser à ces problèmes qui nous entourent. Et donc, ce que nous allons regarder, c'est un opéra de poche, comme je dis, assez limité, que ça ne joue pas sur la scène, mais ça se chante et ça se joue.
Et au sujet des abeilles que, vous savez, 40% de fonds et de forêts sont en train de périr. Et donc j'ai choisi ce projet sur la vie des abeilles où il y a 7 scènes. Il y a, je dis ça par cœur, la constitution des alvéoles, le vol nuptial, et puis à la fin, les abeilles se fâchent. Ils disent non à tout ce que nous faisons et qui fait qu'ils ne peuvent plus faire du miel. Et vous savez que s'il n'y a pas des abeilles, on n'aura même pas des fruits. On dit qu'il faut manger 5 fruits par jour, on n'aura même pas à manger. Voilà, donc nous allons regarder cette deuxième vidéo et après je pense qu'on peut... Question.
Nous allons passer maintenant aux questions du public. Levez la main si vous avez des questions. Bonjour Monsieur Sabaï. Petite question depuis notre live sur Facebook. Alors, estimez-vous que votre patrimoine culturel mixte franco-iranien a été un plus dans votre carrière? Et si oui, en quoi? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'échos. Je n'ai pas très bien entendu votre question. Oui. Alors, la question était, estimez-vous que votre patrimoine culturel mixte franco-iranien a été un plus dans votre carrière et si oui, en quoi? Écoutez, quand on s'ouvre sur une autre culture, ce n'est qu'une richesse. Et donc, je suis intéressé autant à la culture persane que la culture française. Donc, ce mélange, par exemple, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, le texte de cet opéra de poche était en latin. Évidemment, pourquoi un Iranien qui va écrire en latin? D'abord, le texte était assez simple. D'abord, c'était en français. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a aidé pour la traduction en latin. J'ai choisi le latin parce que je voulais symboliquement dire que les abeilles vivaient avant nous. Donc, c'est pour ça qu'une langue plus ancienne pouvait le montrer. Et d'autre part, j'étais plus intéressé par la sonorité de cette langue qui me convient et ça me donnait un peu plus de liberté parce qu'en français, difficilement, on peut très bien placer le E sur le U. Alors là, je n'avais pas ce problème, j'étais directement sur des sons qui m'intéressaient. Voilà, donc je pense que dans mon livre, j'en parle assez souvent de cet échange que j'ai avec la culture française
mon professeur, d'ailleurs, qui est intéressé à toutes les cultures, en classe de composition, on entendait la musique de l'Inde, la musique d'autres pays. Donc il faut s'ouvrir pour s'enrichir et puis on verra ce que ça donne. Voilà, merci pour votre question. Oui, bonsoir Monsieur Sarpoyi. Je pense que si vous diminuez un petit peu le son, parce que ma question va être longue et peut-être il demande de répéter, ça va être... Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour cette soirée musicale qui nous a permis d'apprendre davantage sur vos œuvres. Je voudrais revenir sur la première vidéo qu'on a regardée et de dire que dans la littérature persane, la poésie persane prend une place décisive et capitale. C'est pourquoi nous avons le père de la poésie au Xe siècle, Rudaki, et pour avoir le père de la prose, il faut attendre 10 siècles plus tard, ça veut dire début 20e, avec Jamalzadeh et Sadegh Hedayat. Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas de la prose. Si, en histoire, il y avait par exemple Bayhaqi, mais les exemples sont rares, mais en poésie, c'est beaucoup plus. Dans la première vidéo, vous vous êtes inspiré de la poésie mystique et didactique. Mais ce qui est adorable chez vous, et j'ai pu découvrir ça ce soir, c'est votre regard, parce que le morceau que vous avez choisi, ça traverse les frontières. Ça vient de littérature en sanskrit indien, qui devient en Pahlavi, ça devient Khalil ad-Dimni en arabe, et qui influence également et inspire aussi La Fontaine dans la fable. On dit que la musique et les musiciens traversent les frontières, mais avec cet exemple, dans votre recherche, au niveau de la littérature, je vois que vous traversez aussi les frontières. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous limitez seulement à la littérature, à la poésie, pardon, mystique et didactique, parce que vous avez dit que vous avez aussi travaillé sur Attar, ou non, la poésie épique, comme Ferdowsi, Shahnameh et d'autres types, par exemple lyriques, également vous inspirent, ou non, vous vous sentez plus à l'aise avec mystique et didactique? Si oui, pourquoi? Ah oui, très bien. Je pense que pour mettre en musique une poésie, il faut que l'on sente, il faut qu'on aille avec des sons. Je pense que d'abord c'est la musique qui choisit les poèmes. Évidemment, je suis conscient, j'avoue, enfin, je n'avoue pas, je vous dis que je suis parmi peut-être des rares personnes qui ont lu le Shahnameh d'un bout à l'autre. On a mis 13 ans avec un ami, une fois de temps à autre, on se réunissait, et plusieurs fois j'ai pensé à mettre en musique, par exemple, les histoires de Shahnameh. Je n'étais pas attiré. J'étais attiré pour écrire cette musique pour les enfants, mais j'ai beaucoup travaillé sur les poèmes de Nima Yushit. J'ai déjà, je peux dire, 5 œuvres sur ces œuvres, parce que la poésie de Nima Yushit, c'est moderne, mais en même temps, il y a du rythme. Alors, le rythme, j'en ai besoin pour faire la musique. Beaucoup de fois, j'ai pensé à mettre en musique des poèmes de Sepehri, par exemple, mais Sepehri, ça coule. Il n'y a pas de rythme, ce n'est pas un défaut, mais il n'y a pas de rythme qui puisse m'aider à avoir des phrases plus courtes, plus longues. Voilà, donc ce n'est pas encore terminé, je continue toujours mes recherches pour voir où est-ce que je peux encore être intéressé à tirer une histoire ou un poème pour mettre en musique, toujours assez ouvert. Mais je travaille depuis, ça fait peut-être 25 ans, je ramasse, j'étudie la conférence des oiseaux d'Attar, qui est
vraiment un sujet qui se prête vraiment à mettre en opéra, c'est déjà écrit. Il y a des spectacles, il y a du théâtre, il y a même un condisciple à moi qui a écrit un opéra. Mais donc, j'y travaille. Je ramasse des documents, je lis l'histoire en 4-5 langues. Voilà. Donc, ouvert pour l'avenir. Est-ce que je peux dire ce soir comme une conclusion, par exemple, que la musique pour vous, la composition, est une quête personnelle et vous vous sentez plus proche avec la littérature, la poésie didactique et mystique que épique? Tout à fait. Tout à fait. Mais comme je dis, ce n'est pas arrêté un jour. J'ai des idées pour travailler sur la danse, la musique, de la littérature, de toutes les époques. Et parce que, par exemple, Shahnameh, évidemment, il y a Rostam, il y a la guerre, il y a tout ça, mais entre, il y a parfois de la danse. Entre, il y a des musiciens, il y a des instruments en musique qui sont intéressants à souligner. Et je pense que c'est les prochaines recherches que je ferai sur ça pour sortir ce côté un peu plus humain et moins guerrier. Une dernière question. Le choix des chansons folkloriques qu'on a vues, souvent du nord de l'Iran, dans la première vidéo, est-ce qu'il y a une raison derrière ou c'est plutôt votre enfance qui vous influence? Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais intéressé par ces chants. D'abord, d'autres compositeurs l'ont fait. Bartók, il a pas mal travaillé sur le folklore de la Hongrie. Donc, pour moi, il était important d'avoir ces chants populaires dans un cadre classique. Vous voyez, parfois, on entend ces mélodies, mais on les répète plusieurs fois parce qu'il faut danser, il faut des cérémonies, etc. Mais là, je voudrais les mettre dans un cadre classique, de donner peut-être une deuxième version pour que ça ne soit pas long. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, j'ai senti que ça va très bien avec ces histoires et pour les enfants. Donc, j'ai développé les deux côtés. J'ai développé les contes parce qu'il fallait faire un livret pour que ça dure dans le temps et aussi développer un petit peu la musique, mais en rajoutant peut-être une certaine harmonie qui vient de cette musique-là, que en écoutant ces musiques à l'état original, que se faisait. Voilà. Absolument, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, c'est-à-dire que tous ces chants parlent de l'amour, de la nostalgie, et évidemment, nous, ici en France, quand on les entend, on le sent encore plus que si on les entendait en Iran, ça c'est certain. C'est certain. Merci à vous. Ah ben c'est très bien. Peut-être sans micro, ça peut aller aussi. Non? Voilà.
Je vous donne mon micro. Bonjour maestro, j'ai une question par rapport aux instruments de musique classique persane. Je me rappelle qu'à une époque, vous étiez intéressé à intégrer un instrument de la tradition persane dans l'orchestre classique occidental. Ma question c'est où en est votre recherche? Êtes-vous encore intéressé à cet aspect musical? Et avez-vous trouvé des nouveaux sons? Puisque le titre de votre livre, c'est à la recherche de sons et de sens. Est-ce que vous avez fait une nouvelle trouvaille par rapport à cet aspect? Oui, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'avais un peu souligné, les nouveaux sons à la recherche du son et du sens, c'est-à-dire qu'on essaie d'évoluer dans la musique, on essaie d'enrichir le langage. Alors, on a parlé du silence. Ensuite, il y a un moment, on a pensé qu'éventuellement, certains bruits peuvent entrer dans le langage. Comme vous avez vu, là, j'ai employé les body tape que les chanteurs et les chanteuses le font pour illustrer certes, le vol des oiseaux, le vol des abeilles, ou montrer leur joie parce qu'il y a des nouveau-nés, n'est-ce pas? Donc, de nouveautés encore, je peux parler de ces quarts de ton, de ces intervalles qui n'existent pas quand nous avons un piano. Et puis, il y a les instruments percussion qui rajoutent beaucoup de son, de sonorité à ce que nous cherchons. Voilà. De toute façon, ce n'est pas seulement ma recherche, c'est la recherche de tous les compositeurs. Donc, en fait, c'est une communauté qui cherche ensemble. Je ne sais pas si je vous ai répondu totalement ou pas. Oui. Ah ben, c'est très bien. Par rapport aux instruments spécifiquement persans. Oui, alors là aussi, il y a des compositeurs iraniens qui mélangent les instruments iraniens dans l'orchestre et tout ça. Moi, je ne suis pas arrivé à une conclusion parce que ces instruments sont très spécifiques. Ils ont une sonorité plus intime, c'est difficile de les employer. Le seul instrument que j'ai employé, c'est le zarb, qui fait déjà partie des instruments à percussion, qui est un instrument très riche. Donc, on peut les utiliser, par exemple, dans mon œuvre de Hornous, le phénix. J'ai employé parmi d'autres instruments le zarb iranien. Et on m'a pas mal demandé d'écrire, par exemple, pour le ney, qui est un instrument que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas encore pu trouver sa place dans la musique, entre les autres instruments de la musique classique que nous utilisons. C'est peut-être un défaut, mais on verra peut-être un jour. Je pense que... Monsieur Sabahi, encore une question depuis notre live. Quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue de votre maître Olivier Messiaen? Oui. Olivier Messiaen, c'est une grande personnalité, comme je dis, ornithologue, rythmicien, etc., etc. Mais ce qui m'a un peu plus qu'autre chose impressionné, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un très, communément très gentil, toujours au service de ses élèves. Assez souvent, il disait « votre serviteur ». Moi, j'avais ça écrit dans un article et on m'a dit « il ne faut pas écrire ». Il a dit ça, il le disait toujours à ses élèves « je suis votre serviteur », etc. Et c'était un croyant, vraiment un croyant catholique. Toute sa musique
va vers cette religion qui aimait beaucoup et les oiseaux, la nature, etc. Évidemment, j'écris en ce moment une œuvre sur les oiseaux. Donc il a écrit 3 tomes sur le chant des oiseaux. Pour moi, c'est comme un modèle. Beaucoup de richesse, son enseignement commençait au XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et il analysait toutes ces œuvres-là. Et parfois, étonnamment, il savait tout ça par cœur. Moi, j'ai présenté une œuvre pour piano pour entrer au Conservatoire de Paris. Je le mets devant lui, il le déchiffre. Une musique difficile avec des rythmes différents, il le déchiffre sans faute. Et moi, j'étais émerveillé. Voilà, j'ai pas mal de souvenirs dans mon livre de ce rencontre. Et donc, je vous en ai parlé juste une petite partie. Juste une petite question concernant, parce que vous connaissez bien la musique iranienne, est-ce que vous pouvez parler de l'état de la recherche musicale en Iran, de MOU? De recherche de musicale. La recherche musicale, c'est-à-dire c'est ce que font les musiciens actuellement en Iran. Parce que je sais qu'il y a des choses, enfin moi je ne suis pas un initié, mais je veux dire comme... Je pense que dans l'histoire de la musique, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde allait vers ce qu'on appelle raser ce qu'il y a avant et commencer chaque fois une nouvelle chose. Maintenant, on a un petit peu changé parce qu'on ne peut pas tout le temps tout détruire et puis recommencer. Il n'y a pas de possibilité. En ce moment, c'est un petit peu dans différentes directions. Il y a la musique qui va vers le lyrisme, d'autres musiques qui vont vers des recherches fondamentales. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'école. Chaque compositeur choisit un petit peu son cheminement. Voilà, moi je choisis un petit peu ce que vous avez vu et dont je parle dans mon livre. Et évidemment, je ne m'arrête pas à une chose définie, mais j'essaie d'avancer autant que possible. Voilà. Merci à votre... Je voudrais juste vous dire que lire ce livre m'a permis de vous redécouvrir la musique. Et je voudrais vous en remercier. Je l'ai eu avec beaucoup d'émotion à tel point que je n'ai pas pu lire les passages que j'avais choisis parce que j'étais très émue. Et je voudrais vous offrir ça. Merci beaucoup. En vous remerciant d'être là. Et j'espère pouvoir voir encore plus de vos œuvres. Merci, monsieur. La semaine s'achève presque avec encore une belle rencontre et j'espère vous revoir dans nos différents moments. Demain, le concert, la semaine prochaine, la semaine du cinéma et encore un autre concert. Je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Il y a le livre et les CD de M. Sarbahi. Profitez de sa présence pour les faire dédicacer si vous souhaitez. Bonne soirée à vous. Bonsoir, vous venez de participer à la conférence de M. Sarbahi. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et nous livrer vos impressions de la soirée? Bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Martial et je suis né à Strasbourg. J'adore voyager, j'adore découvrir les cultures et comme nous l'a rappelé notre invité du soir, s'ouvrir à une culture n'est que richesse. Je repars avec
avec ce cadeau ce soir. D'accord, merci beaucoup. Vous connaissiez déjà la quinzaine culturelle iranienne ou c'est la première fois que vous participez à un de nos événements? C'est pour moi la première fois que je participe à un événement de l'association Stratiron. D'accord, mais merci beaucoup d'être venu. Je vous invite à découvrir le reste du programme et avec un peu de chance, on aura le plaisir de vous revoir à nouveau sur nos événements. On sera au concert de demain soir. Ah bah c'est parfait, merci beaucoup. Un plaisir, à demain. Merci, à demain, bonne soirée. Bonne soirée.